Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Hey hey. Euh, Franchement, ce week-end, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mon premier week-end à Paris finalement. Quand je dis beaucoup de choses, je veux pas dire que j'ai fait beaucoup de choses, hein. Je veux juste dire qu'il s'est passé beaucoup de choses euh, dans le monde de la pop culture et du sport. En vrai, non, même pas. Je sais pas ce que je raconte, mais j'ai vraiment plein de choses à dire en fait. Mais en même temps, je pense pas que ce sera un épisode long. Je sais pas, je suis un peu indécise. Euh, mais la première chose, c'est que j'étais à Paris et vous savez qui. Enfin, je suis à Paris. Vous savez qui était à Paris ce week-end? Charlie XCX. Elle était à Willow Green. Déjà, premièrement, au moment où je dis ça et que je le vois marqué sur ma petite note, Charlie XCX à Willow Green, est-ce que vous trouvez pas ça exceptionnel qu'elle soit dans un festival qui s'appelle Willow Green? Parce que sa couleur de brat, c'est green. Tout est lié. Tout est lié. Ouais, je voulais commencer avec ça parce que, euh, parce que j'avais dit pendant Coachella qu'elle avait diffusé un petit message à la fin de son set pour dire que voilà, elle avait décidé que Brad Summer c'était fini et que elle laissait la place à plein d'autres Summer parce qu'elle allait avoir plein d'autres artistes qui allaient sortir des albums. Mais voilà, elle a un petit peu. Elle est revenue sur ce qu'elle a dit à Coachella lors de Will of Green, puisqu'elle a mis un message où en gros elle disait que elle n'était pas prête à arrêter Brad Summer. Elle n'était pas prête à let go du Brad Summer. Donc, si on l'accepte, elle va continuer le Brad Summer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y aura une deuxième réédition, puisqu'elle avait du coup sorti une réédition avec les remixes. Euh, Est-ce que juste elle va continuer à faire plein de festivals et qu'elle a envie de rester dans cette vibe? Je sais pas ce que ça veut dire. Mais bah franchement j'adore. Et donc vous l'avez compris, vu que je commence par parler de Charlie XCX, que même si vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le sport, puisqu'on a eu un week-end encore une fois assez rempli, je ne vais pas commencer par le sport. Je ne sais pas pourquoi. J'ai très envie de commencer par la musique et la pop culture aujourd'hui, parce que ces sujets m'enchantent particulièrement. Mais en même temps, les sujets du sport m'enchantent particulièrement tout le temps. Mais je sais pas, j'avais envie de renouveau, de changement. Donc dites-moi en fait si vous aussi vous avez des préférences de comment je peux organiser ce podcast. Franchement, j'ai pas l'impression qu'il est très organisé. Il n'y a pas trop de genre chronique, à part les recos et les sorties. Mais j'avoue, si vous avez des trucs, en fait, si vous avez des idées, n'hésitez pas parce que moi, juste je parle de ce dont j'ai envie de parler, mais je suis ouverte à toute proposition, hein. Après, je vous dis cette question, vous êtes 4 auditeurs, donc bon, voilà quoi. À part les occasionnels buzz où je fais 20 personnes, et oui, vous pouvez m'applaudir. J'ai atteint les 20 auditeurs dans un podcast. Je suis si fière de moi. Euh, qui n'est pas le premier, parce que le premier, j'ai 20 auditeurs depuis tard l'époque. Bref, ce n'est pas le sujet. Cette introduction était méga longue, mais je parlais de deux personnes dans les actus pop et en fait les actus musique. J'ai envie de parler de deux personnes. D'ailleurs, d'abord, la première chose, c'est que Addison Rae a sorti son premier album et c'est de elle dont je vais parler en premier. Voilà, jingle. Whoa, oh, oh, da da da, Addison Rae, son premier album est sorti, il s'appelle Addison. Alors, franchement, peut-être que tout le monde connaît Addison Rae, peut-être que vous connaissez, mais que vous ne savez pas que vous connaissez parce que vous avez oublié. Ou peut-être que juste vous n'étiez pas sur TikTok en 2020 et donc vous ne savez pas qui est Addison Rae. Donc je vais vous présenter vite fait, mais genre vraiment très vite fait. En fait, Addison Rae, c'est une meuf qui était dans la Hype House,
qui est une maison de créateurs TikTok qui a commencé en 2020 ou 2019-2020 et pendant le confinement. Et Addison Rae, bah, elle était très pote, enfin elle faisait partie un peu du même groupe que Charlie D'Amelio. Et elle était bah, du coup juste après Charlie D'Amelio, euh, bah, la personne la plus suivie sur TikTok pendant 1 ou 2 ans. Et en fait, elle était très, bah, c'était un peu le même type de danse que Charlie D'Amelio. Donc je me dis que si vous connaissez pas Addison Rae, j'espère que vous connaissez Charlie parce que je vais vraiment juste la comparer à elle. C'est un peu compliqué de genre décrire ce qu'elle faisait à part qu'elle faisait juste des danses TikTok et qu'elle était hyper connue et qu'elle avait genre plus de 75 millions d'abonnés. Même maintenant, elle doit avoir plus de 100 millions d'abonnés sur TikTok. Donc voilà. Et en fait, au fur et à mesure, je sais pas exactement quelle année, je pense que c'est 2022-2023, elle a commencé à moins poster parce que bah, du coup, TikTok avait, enfin, il y avait moins de danse sur TikTok au fur et à mesure. Et aussi parce que, bah, en fait, ce que j'ai appris pendant un interview que j'ai regardé, que je vous conseille, bah, elle a moins en moins posté parce que bah, elle voulait un peu se consacrer à d'autres aspirations. Et la raison pour laquelle je vous parle de Addison Rae maintenant, c'est certes parce qu'elle a sorti un album, mais aussi parce que je l'ai pas tout écouté. Du coup, je vais pas vous faire une reco en mode. Enfin, en vrai, si, je vous dis d'aller écouter parce que j'aime bien les musiques pour l'instant que j'ai déjà entendues. Mais voilà, je peux pas vous dire genre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais j'ai regardé son interview avec Zayn Lowy, donc qui est l'intervieweur de Apple Music. Il fait des très bonnes interviews, donc je vous conseille d'aller en regarder. Mais je vous conseille particulièrement cette interview parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur bah, cette transition qu'elle a fait et j'ai beaucoup aimé plusieurs sujets. Je reviendrai sans doute dessus, genre après quoi. Mais du coup, elle a commencé à faire de la musique et elle a sorti un, genre, je crois, un EP vers 2023 ou 2022, peut-être 2022 en soi. Et ça a été plus ou moins bien accueilli parce que bah, les TikTokers qui font la musique, c'est un peu. On sait pas trop quoi en penser. Et c'était pas mal. Il y avait pas mal de auto-autorisation. Donc, moi, j'avais bien aimé, mais bon, c'était pas non plus. Voilà quoi. Genre, j'étais un peu en mode bon, j'arrive pas trop à la prendre au sérieux. Et soudainement, elle a beaucoup moins posté, genre vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et soudainement, comme je dis, elle a sorti un autre single l'année dernière qui s'appelait Diet Pepsi. Et peut-être que vous l'avez entendu parce que il était assez viral sur TikTok. Et en vrai, il a hyper bien marché. Et du coup, ça a un peu genre lancé cette nouvelle ère où elle fait de la musique. Et bah, suite à ça, elle a sorti plein d'autres singles. Donc je crois qu'elle a sorti genre Aquamarine juste après. Puis ce début d'année, elle a sorti High Fashion. Il y a 1 mois, elle a sorti Headphones On. Et vraiment, une semaine avant de sortir son album, elle a sorti Fame is a Gun. Et bah, ce vendredi, elle a sorti son album Addison. Donc, beaucoup de singles. Et comment je décrirais sa musique et un peu son univers. Je dirais que c'est un peu genre catchy, vous voyez, genre c'est la musique elle est catchy, mais c'est très bizarre. Genre c'est un peu genre ça chuchote, c'est un peu genre vous voyez ou pas? Genre c'est weird au point où genre t'es un peu en mode mais c'est provoquant aussi. Mais les paroles sont très bien écrites. Donc j'aime beaucoup. Et franchement, j'ai entendu beaucoup de choses d'elle, donc déjà dans cette interview dont je vous ai parlé sur Apple Music, mais aussi bah, Charlie XCX, justement, dont on a parlé tout à l'heure, qui a parlé d'elle. Et j'ai vraiment entendu beaucoup de choses sur le fait que bah, elle était très attentive aux détails. euh, et que, genre, c'est elle qui avait la vision de ses vidéos, de l'identité visuelle pour chaque musique, etc. Et même, elle sait exactement ce qu'elle veut dire. Du coup, bah, j'ai trouvé ça trop cool. Et en fait,
bah, dans cette interview, et c'est pour ça que je vous recommande cet artiste, ça m'a... Genre, je sais pas comment dire, mais je me suis dit, waouh, c'est vraiment une artiste. Parce que dedans, on apprend plein de choses. D'abord, c'est que le premier truc, c'est que quand elle est devenue connue sur TikTok, bah, elle était pas en mode, ok, je veux faire ça. Elle était en mode, enfin, elle a vite compris que c'était pas ce qu'elle voulait faire, mais que c'était quelque chose qui pouvait l'emmener vers ce qu'elle voulait faire parce qu'elle a toujours su qu'elle voulait performer. Donc, ça, je savais, genre, avant que cette interview, mais elle était danseuse, genre, au lycée et tout. Du coup, elle a fait, tout le temps fait beaucoup de danse, donc elle a toujours su qu'elle voulait faire un truc, genre, dans la performance, dans le show. Mais, bah, elle venait de Louisiane, donc c'est pas forcément l'État des États-Unis qui est le plus connu pour faire monter des artistes. Donc elle était un peu en mode je ne sais pas comment je vais y arriver, mais voilà. Et ensuite elle est devenue très connue sur TikTok et elle s'est dit bah ok, that's my time to shine. Et c'est ce qu'elle a fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que en fait elle a conscience que elle n'a pas d'expérience dans la musique et qu'elle ne sait pas genre faire de la musique, jouer des instruments bien. Enfin, genre elle peut pas composer une musique au piano par exemple ou à la guitare. Elle connaît quelques accords, mais voilà. Et du coup, ce qu'elle expliquait, c'est que elle savait pendant les sessions d'enregistrement et les sessions d'écriture que c'était pas la plus expérimentée et qu'il y avait plein de gens très expérimentés, de grands artistes qui étaient avec elle à chaque fois. Et elle a toujours voulu déjà découvrir plein d'artistes, parce que je trouve ça très intéressant, parce que quand tu commences, c'est important de changer, à mon sens. Enfin, en vrai, j'entends que ça soit très bien de changer euh, bah, tout le temps les gens avec qui tu bosses, parce que bah, c'est là où tu apprends le plus, et aussi bah, pour trouver comment toi tu veux travailler. Du coup, elle a fait ça, et surtout, elle travaille avec des gens qui sont hyper, genre, techniques, alors que elle l'est pas du tout. Genre, elle a la vision de ce qu'elle veut faire, et du coup, bah, elle dit, ok, je vais faire ça, même si c'est genre pas, enfin c'est techniquement pas bien ou c'est pas vraiment comme ça qu'on fait de la musique et tout, bah ça permet aux autres de avoir une autre manière de travailler aussi. Du coup, je sais pas, j'ai trop adoré. Et l'autre truc que j'ai trop aimé dans cette interview, c'est que j'ai adoré leur conversation qu'ils ont eue et genre la perspective qu'ils ont donnée sur l'art et la musique. En gros, ils disaient que ça existe pour toujours. Et du coup, quand il y a une musique qui sort, bah peut-être qu'elle va pas marcher. Et quelques jours après, enfin peut-être qu'elle va pas marché quelques jours après sa sortie, mais genre des années, des dizaines d'années après, bah ça peut marcher. Et c'est pas euh, simplement que ça marche ou que ça ne marche pas, parce que c'est pas simplement genre des fois des hits qui marchent que 5 ans plus tard. Donc ça existe et ça existe de plus en plus avec TikTok où il y a genre des musiques qui reviennent à la mode parce que c'est devenu un son TikTok. Mais c'est aussi le fait que bah peut-être qu'il y a une musique qu'on écoute maintenant, qu'on va être en mode ouais, bof, mais que je sais pas, cette musique elle va nous trouver dans 1 an, 2 ans, un moment où on aura besoin de cette musique, où on aura besoin de cet art. Parce que là, il parlait de la musique, mais je pense que c'est un peu. Tu peux l'élargir à tous les arts. Tu vas le trouver et tu vas être en mode bah, j'adore. Alors que peut-être que tu l'avais déjà entendu avant, mais ça t'a jamais. Genre, t'as jamais percuté en fait. Parce que c'était pas le bon moment pour toi de découvrir ça. Du coup, bah, j'ai trouvé ça trop intéressant. Franchement, je vous conseille cette interview. Après, bon, bien sûr, c'est un interview en anglais. Donc, si vous êtes chaud, je vous conseille parce que franchement, je sais pas si c'est vraiment, si j'ai vraiment kiffé toutes ces musiques. Moi, j'aime bien certaines de ces musiques, genre Headphones On, Diet Pepsi. C'est le plus connu, mais j'aime bien. Et même si j'écoute pas ces musiques, je pense que ce sera une artiste que je vais suivre et que je vais beaucoup respecter parce que, perso, je pense pas que ce soit vraiment le cliché de l'influenceuse. Et même, genre, quand je l'écoutais parler, c'était pas niais. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, les influenceurs, ils sont pas media trained. On les a pas entraînés à répondre à des questions, à être journalistes et tout. Et du coup, leurs réponses, des fois, semblent un peu bateau. Et non pas que, genre, ils n'ont pas la bonne réponse. Enfin, ils n'ont pas de réponse plus profonde, mais plus que ils ont.
ils arrivent moins à s'exprimer parce qu'ils sont pas dans des situations qu'ils ont déjà été. Mais elle, en fait, ça se voyait qu'elle était vraiment à l'aise avec son sujet, avec... Enfin, ça se voyait qu'elle avait vraiment réfléchi à ce qu'elle voulait faire et bah, à tout, genre, sa vision de l'art, sa vision de la musique. Et ça se voyait qu'elle savait où aller. Et du coup, enfin, je trouve ça vraiment bien. Enfin, j'ai adoré l'écouter parler. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, vraiment, je vous conseille cette interview et je vous conseille du coup quand même d'écouter cet album parce que même si j'ai pas tout écouté, je pense que c'est quand même des musiques qui sont assez intéressantes et genre parce que c'est vraiment différent de genre la pop habituelle. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était Addison Rae. Maintenant passons à ma deuxième reco parce qu'elle est aussi géniale. Sans doute ça va être un peu plus long par contre. Oupsie, doupsie. Et oui, parce que en fait, ma deuxième reco, en vrai je sais pas si elle va être plus longue, j'en ai aucune idée. Je pense pas. Mais ma deuxième reco, c'est Beau, qui s'appelle, enfin, ça s'écrit Beaux, comme beau, mais au pluriel. Et c'est Marocco, d'abord parce que lui aussi, il a sorti un nouvel album vendredi dernier, ou la semaine dernière. Et c'est Marocco parce que j'ai écouté quelques-uns de ses singles, enfin, un single, non, peut-être deux ou trois singles qui étaient sortis, qui sont des titres qui sont présents dans l'album qui vient de sortir. Et aussi, je crois que je connais une ou deux musiques peut-être de son EP précédent. Mais en fait, j'ai écouté son album et je me suis dit, waouh, il est vraiment bien. Genre, je sais pas, d'un coup, je sais pas, j'ai vu sa photo d'album et tout. Et je me suis dit, putain, il m'intéresse ce gars. Et donc, j'ai un peu creusé. Et j'ai vraiment adoré ce que j'ai trouvé. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lui parce que je pense qu'il a genre que, entre guillemets, que 200 000 auditeurs par mois. Donc, c'est pas énorme. Et il n'y a pas beaucoup d'interviews. Genre, j'ai trouvé aucune interview de lui. J'ai trouvé des genre interviews écrits, mais pas en vidéo. Donc, genre, c'est un peu différent. Mais franchement, je pense qu'il va faire peut-être un peu de promo. J'espère qu'il va faire un petit peu de promo dans les prochains jours. Et du coup, je pourrais l'écouter parce que je pense que c'est vrai aussi quelqu'un qui est super intéressant à écouter. En tout cas, je vous explique un petit peu d'où il vient. Parce que c'est pas comme Addison Rae qui était déjà connu. Lui, il est vraiment sorti de nulle part. Du coup, je me suis dit, ce serait intéressant que je vous explique sa petite vie. Enfin, peut-être pas sa petite vie, mais un petit peu ce qu'il a sorti, ce qu'il a déjà fait. Voilà, voilà, vous avez compris. Donc, le premier truc, c'est que je crois que je l'ai déjà dit, il est anglais, il est britannique, britannique d'Angleterre. Et l'anecdote de fou furieux, c'est que en 2019, il se retrouvait dans un groupe chat avec Matty Healy. Matty Healy, peut-être que vous le connaissez, c'est le leader du groupe 1975, 1975. Également, c'est la personne qui a inspiré beaucoup de musique de Taylor Swift, notamment My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Donc voilà, c'est forcément, c'est un peu la situationship de Taylor Swift depuis hyper longtemps. C'est un bad boy. Également la personne qui a écrit... merde, bah j'ai oublié le titre de la chanson. C'est pas grave, it's okay. Enfin bref, comment il se retrouvait dans un groupe chat avec Matty Healy, parce que Matty Healy quand même, il est très connu, enfin 1975, c'est un groupe qui est quand même connu et reconnu. Comment ça se fait? Je vais vous expliquer tout de suite. En fait, ce petit Beau, j'adore qu'il s'appelle Beau, ça me fait trop rire. Donc ce gars, Beau, il était fan du groupe 1975. Et pendant un moment donné, en 2019, alors qu'il avait 20 ans, il a vraiment beaucoup écouté ces musiques. Et un jour, il les avait en concert. Et il s'est dit, je vais leur envoyer un message. Du coup, il a DM le directeur du label de 1975. Il lui a dit, j'adore votre musique. Genre, j'adore la musique de 1975. C'était juste pour vous dire que vous étiez excellent. Et le gars lui a répondu, bah, t'es aussi artiste? Et lui, il a dit oui. Et il lui a envoyé son portfolio. Et c'était des musiques qui ensuite allaient faire partie de son premier EP. Et qui était très inspiré du coup
1975. C'était de la bedroom pop. Euh, et du coup, il a envoyé ça. Et ils ont dit, mais c'est génial. Globalement, ça s'est passé comme ça. Le directeur du label a dit, mais t'es génial, viens signer avec nous. Du coup, bah, il a signé dans le label Dirty Hit, genre l'année d'après, quoi, en 2020. Et bah, il a sorti son premier EP en 2020 qui s'appelle I Don't Want to Make It Alone, I Want to Make It With You. Donc déjà, il faut savoir un truc que moi j'adore, c'est les noms d'EP, d'albums qui sont super longs. J'adore ça. Et les Anglais, ils font très très souvent ça. Du coup, et lui particulièrement, il fait tout le temps ça, je crois. Du coup, I Don't Want to Make It Alone, I Want to Make It With You, premier EP. Ensuite, l'année d'après, il sort deux autres EP. Il y en a un qui sort en 2021, bah du coup, oui, vu que c'est l'année d'après, qui s'appelle A Love Letter to the Moment Spent Outside. Donc, une lettre d'amour au moment passé dehors. Et donc, bien sûr, vous comprenez que c'est un EP sur la pandémie. Et là, c'est un peu de la musique soft, un petit peu de synthé, mais un peu pop. Et c'est très genre musique d'été, genre euh, été long. Genre, vous voyez ou pas les trucs long hot summer, genre un peu vibe. Du coup, j'adore. Lui, je l'ai pas trop écouté, mais en fait, la description de cet album me donne trop envie de plus écouter. J'ai écouté que une ou deux musiques de cet album, de cet EP, pardon, je me suis trompée. Mais ça me donne trop envie de plus écouter. Donc, je pense que je vais réussir à trouver quelques pépites dans celui-ci. Et ensuite, il a sorti un EP qui s'appelle Memories Written Down So I Won't Forget Them. Donc, des souvenirs écrits pour que je ne les oublie pas. Et là, c'est plus groovy. Donc, voilà. Un peu de. Un peu de gospel, mais genre vite fait. Enfin, vous me comprenez. Mais donc, c'est intéressant parce que là, on a quand même 3 EP qui ont aucun rapport ensemble. Et attendez que je vous parle de celui de 2022 parce que le gars, il a quand même sorti 4 EP en 3 ans. Il faut pas oublier. Il a sorti How Can I Sleep? I'm Wide Awake. Donc, comment puis-je dormir? Je suis grand et réveillé. Enfin, grand réveillé, grand éveillé. Bref. Cette musique, enfin, dans cette EP, il y a une musique que j'adore. Attendez, parce que je vous sors le titre en direct. Ma petite recherche sur le web, comme dans tous les podcasts. Et oui, il faut bien quand même. Faut pas briser les traditions, finalement. Donc, il y a une musique, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle m'est sortie de la tête, mais elle est trop géniale. J'ai 8 titres de liker de ce gars. En vrai, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour que je vous parle de lui. Voilà, la musique elle s'appelle All of This and More. Et c'est pour moi, je pense, un mix. Genre, cette EP, pour moi, c'est un peu un mix entre ces 3 premiers OB. Plus le premier et le deuxième, et un petit peu le troisième. Mais c'est un peu un mix. Et du coup, je me dis, j'aime bien parce que c'est encore différent. C'est encore, même si c'est un peu un mix, c'est encore différent. Et du coup, en 2022, il sort cette EP et il dit à un journaliste qui lui pose la question, genre, quelle est la suite? Il dit, j'écris mon album. J'ai déjà commencé, depuis un moment, j'ai commencé à écrire mon album et bah là, je vais l'écrire. Et donc, bah, il l'a sorti 3 ans plus tard. Donc, ça met du temps à écrire un album, mais je vais vous dire pourquoi ça met du temps à écrire un album. Parce qu'en fait, ce gars, il fait toute sa musique tout seul. Genre, Prom Dog, il fait toute sa musique tout seul. Genre dans son petit appart, il a aménagé un studio, il met des matelas sur les murs pour isoler, il demande à ses potes de faire les petits instruments, de faire les backup voice. Enfin, je suis choquée. Et en plus, il est autodidacte. Du coup, il est autodidacte et il fait sa propre musique, genre il fait sa propre prod.
bah j'adore. Et je trouve que c'est trop bien parce que c'est un peu comme Addison Rae, où c'est des gens qui, en fait, ont leur imagination, ont leur vision de ce qu'ils veulent faire. Et même si c'est pas exactement, genre, techniquement bien, c'est pas parfait, bah en fait, c'est ça qui rend le truc un peu authentique. Du coup, j'adore. Et, euh, et ouais, franchement, je sais pas quoi dire de plus. J'ai vraiment trop adoré. Et bah du coup, depuis 2 jours, je le suis sur les réseaux sociaux. Et franchement, je sais pas, il est trop mimes. J'adore tout ce qu'il fait. Et je sais pas vraiment quoi dire de plus. Je trouve juste que c'est génial de... Déjà, j'ai adoré sa musique. J'ai écouté tout l'album et je l'ai... Franchement, il est génial. Je vais vous faire mes petites recos musique juste après que j'ai terminé de parler de lui. Mais du coup, quand je le suis, je vois genre sa promo qu'il fait. euh, et même il a filmé genre les backstage de comment il a filmé, enfin comment il a enregistré certaines musiques, comment il a écrit certaines musiques. Et je sais pas, ça me touche un peu. Et aussi, il a exprimé que il était très libre, genre il n'avait pas, il n'arrivait pas trop à savoir ce qu'il allait faire comme type de musique plus tard parce que c'est un peu sur le moment et même les sujets sur lesquels il écrit, quand on y pense, genre par exemple le deuxième EP qui était sur la pandémie, genre le fait d'être en... Mince, comment ça s'appelle là? En lockdown, genre confiné, le fait qu'on soit en confinement, bah il a écrit sur ça, genre un truc qui est un peu bizarre d'écrire sur ça. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est pas un sujet non plus hyper commun. Et, euh, et juste après, il a fait un EP où là, il parlait genre de trucs, genre ça parlait que de sa meuf, mais c'était des sujets genre tellement spécifiques, genre il y a vraiment des chansons sur le fait, enfin sur sa copine et sur le fait que il aimait la regarder dormir, enfin elle avait l'air si apaisée quand elle regarde dormir, ou bien le fait qu'elle aime certains trucs, enfin c'était très spécifique, alors c'était pas juste je l'aime, oui. Donc il écrit sur plein d'autres choses différentes. Et c'est ce que j'apprécie dans cet artiste. Mes petites recos de cet album, franchement, il y en a plein. Il y a 2 singles que j'ai adorés quand ils sont sortis et que. Bah, il y a la musique avec laquelle j'ai découvert, je crois, qui s'appelle I'll Be Here When You're Back. Elle est excellente. Excellente. Et un autre single qui s'appelle Edge of Saint James. Super bien aussi. Et ensuite, je pense que mes préférés, c'est Cut My Hair, Suddenly I'm Fine et Blonde. J'aime bien Old Home aussi. Je l'ai ajouté dans mes titres likés, mais c'est pas ma préférée genre. Donc je dirais que c'est ça. Mais bah ça me fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais mon top 5 de cet album, c'est I'll Be Here When You're Back, Edge of St. James, Cut My Hair, Suddenly I'm Fine et Blonde. Voilà, vous savez tout. Bah ouais, c'est tout pour mes petites recos, je crois. Donc passons à la partie sport immédiatement, que je réagisse à tout ce qui s'est passé un peu. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-babou. Et oui, on va parler Roland Garros, puisque depuis que j'ai fait mon podcast et depuis que je l'ai enregistré, beaucoup se sont passés. Euh, Franchement, je sais pas quoi dire. Déjà, la première chose que je vais dire, sont en dehors des finales, c'est le match Sinner-Djoko qui était absolument incroyable. Mais il faut que je mesure mes mots, donc je vais juste dire qu'il était super bien. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et puis la finale. Alors, il y a eu les 2 finales. Première chose, c'est que du coup, les finales, c'était le premier et deuxième chez les hommes et la première et la deuxième chez les femmes. Genre premier, deuxième classement ATP, je parle. Et c'était la première fois que ça arrive à Roland Garros depuis 1984. Et j'ai un pote qui m'a fait remarquer que c'était également le cas dans le tennis wheelchair. Donc vous savez qu'à Roland Garros, il y a aussi le tennis fauteuil.
Et les finales du tennis fauteuil, c'était aussi 1-2, 1-2. Après, je crois que ça arrive plus souvent au tennis fauteuil parce que c'est plus, il y a plus d'écart entre les joueurs et du coup, c'est souvent les premiers, deuxièmes. Je crois. Mais bon, je suis pas non plus hyper calée en tennis fauteuil, donc voilà. Euh, donc ça, c'est la première info. Déjà, j'ai été trop choquée et j'étais hyper contente de voir que c'était premier, deuxième parce que déjà, premièrement, par rapport à ce que je vous avais dit, c'était exactement les finales que j'avais prédit. Voilà. Donc même si chez les femmes, j'avais presque zéro au demi, euh, finalement, je m'en suis quand même bien sortie. Euh, Coco Gauff a gagné. Bon, mais là, vous savez même pas la joie que j'avais. Mais vraiment, vous savez même pas la joie que j'avais. J'étais si heureuse. Concernant les matchs des filles, mon opinion, c'est que c'était un bon match. Mais c'était un match qui était bien dans le sens où le match était serré. Genre, c'était pas. Enfin, c'était plus ou moins serré, quoi. Mais c'était pas un match avec de la grosse qualité de tennis. Euh, Et ça, c'était pas forcément dû au fait que ça soit, enfin, aux joueuses, ni au fait que ce soit des femmes, parce que je l'ai entendu aussi. C'est surtout dû au fait qu'il y avait beaucoup de vent, et du coup, il y a un moment donné, pendant la fin du deuxième set, le match était très chiant, parce qu'en fait, à cause du vent, la balle, elle allait que dans le filet ou dans les couloirs. Genre, tu voyais la balle, elle partait genre pas là où elle était censée aller. Donc, ça a rendu le match un peu chiant parce que les échanges n'étaient pas très longs, enfin voilà. Mais moi, je dirais que c'était quand même pas mal. Il y en a qui ont dit que c'était genre l'un des plus beaux matchs de Roland Garros depuis, enfin, l'un des plus belles finales de Roland Garros depuis longtemps. Je pense que c'est vachement dû au fait qu'avant, il y avait Swiatek et du coup, elle a gagné en 2-7. Genre, ça fait 4 éditions qu'elle gagne en 2-7, donc voilà. Sinon, le truc le plus marquant dans cette finale féminine, c'est surtout le fait que Sabalenka a critiqué, a craché Coco Gauff. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais vous dire un petit peu. En gros, elle a blâmé les conditions météorologiques sur le fait qu'elle était nulle. Et elle a dit que Coco Gauff avait gagné seulement parce qu'elle était nulle. Et que si c'était Swiatek qui était à la place de Sabalenka, elle n'aurait jamais gagné. Et ça, c'était en conférence de presse après le match. Bien sûr, les journalistes ont demandé à Coco Gauff ce qu'elle pensait de cette déclaration. Et elle a dit que pour elle, ça avait. Elle n'était pas d'accord avec le fait que Swiatek l'aurait battue parce que elle a battu Swiatek cette année en terre battue. Donc elle était en mode j'ai déjà battu donc. Enfin, je sais pas ce qu'elle me raconte quoi. Genre, je suis pas beaucoup plus nulle qu'elle. Enfin, genre, weird de dire ça. Et suite à ça, le lendemain, parce que du coup, Sabalenka s'est pris vraiment une claque par tout le grand public. Parce que pourquoi tu dis ça? Genre, c'est quand même ouf. Genre, c'est tellement anti-sportif. Et parce que elle a quand même dit que la personne avait gagné juste parce qu'elle était nulle pendant son match. Bon, bah voilà. Je suis désolée, mais être la meilleure joueuse, ça veut aussi dire être la personne qui sait gérer les conditions météorologiques, sait gérer reste constant dans son niveau émotionnel et mental. Ça veut aussi dire ça. Et même dans son jeu technique, c'est quelqu'un qui est constant. Donc enfin, c'est comme ça qu'on mesure les meilleurs. Donc, non, en fait, peut-être que Coco Gauff a été meilleure sur le moment, ça veut dire qu'elle est meilleure sur le moment. Genre, et tu prends en compte toutes les variables. C'est pas juste. Non. T'as pas su gérer ton stress, t'as pas su gérer les conditions météorologiques, t'étais moins bonne. Assume ton truc. Voilà. C'est pas que. Voilà. Mais bon, du coup, le lendemain, elle est revenue sur ce qu'elle a dit et elle a dit que elle ne voulait pas, enfin, dire que Coco Gauff ne méritait pas sa victoire, c'est pas ce qu'elle voulait dire, et que juste elle avait parlé sur le coup de l'émotion. Mais
je sais pas, moi je suis un peu en mode bon, un peu déçue de Sabalenka parce que même si j'étais pour Coco Gauff, Sabalenka et Gauff, c'est quand même des meufs que j'adore. Du coup, je suis un peu déçue de ce qu'elle a dit. Et bien sûr, Coco Gauff a répondu lundi matin à Good Morning America. Elle a dit que elle n'allait pas en tenir rigueur, que c'était sans doute pas ce qu'elle voulait dire. Genre vraiment, elle a répondu avec tellement de grâce et de bienveillance. Coco Gauff, t'es en mode mes meufs, genre c'est pas possible. Oula, ça a claqué dans l'appart, désolée. Mais genre, je suis en mode, il y a des gens et il y a des joueurs qui sont tellement classe et qui sont tellement genre fair play. Ça se voit, ils sont aimés par tout le vestiaire. Déjà, Coco Gauff, elle est aimée par tout le circuit. Et ça m'amène surtout à parler de, du coup, la finale homme, parce que c'est vraiment, genre, ce qu'on retient de la finale homme. Mais juste avant de passer à ça, je voulais faire un gros shout-out à Paolini et Errani, parce que j'en ai parlé dans les autres podcasts, les autres épisodes où je parlais de Roland Garros, ou bien que j'ai parlé de tennis. Paolini et Errani, c'est un double femme italien. Paolini, qui est très forte, qui est, je crois, quatrième au classement ATP, seule. Et bah, les deux, elles sont... Elles ont encore gagné Roland Garros, elles avaient gagné l'année dernière. Et elles ont encore gagné cette année. Et franchement, je suis un peu deg parce que j'ai vu que la presse italienne les avait pas du tout mises dans... Genre, il n'y a même pas un petit truc pour dire elles ont gagné. C'est que Sinner, genre. Et je trouve ça ouf. Alors que c'est deux meufs, genre, qui ont gagné Roland Garros, genre, c'est trop bien. Pour la deuxième fois, genre, c'est ouf en fait. Elles sont trop fortes. Et moi, je regarde pas le double, je regarde que quand c'est qui joue. Parce que je les adore regarder jouer, genre, je sais pas, elles sont trop mimi. Du coup, je voulais juste leur faire un shout-out parce que je trouve que on n'a pas assez parlé de ça. Donc, j'utilise ma plateforme pour donner ce message. Maintenant, passons à cette finale. Je pense que c'est pas nécessaire que je revienne sur tout ce qui s'est passé parce que à ce stade, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Moi, ce que je retiens et moi, ce que je vois, c'est, et peut-être que vous l'avez déjà entendu aussi, mais je sais pas, j'ai tellement été marquée. Déjà, j'ai regardé les 5h30. Euh, J'étais pour Sinner, c'était mon pronostic. Et au début, j'étais vraiment en mode, non mais je veux, enfin c'est mort, je veux que Sinner gagne. Du coup, quand il a loupé ses 3 balles de match, j'étais un peu en mode, ben vas-y, ça me fait chier en fait. Sauf que vu le match que c'était, en fait à la fin j'étais juste choquée, genre 5-5, 6-6. T'es en mode, mais c'est pas possible. Ils sont vraiment trop proches. Genre à ce stade, j'étais en mode, bah peu importe qui gagne, en vrai ils ont tous les deux gagné. Enfin, cette finale, elle est absolument insane. Faut quand même se dire 5-7, il y en a 3 qui ont fini en tie-break. Et les autres, c'était 6-4. Genre, c'était pas en mode 6-2, 6-3, enfin 6-4. C'est-à-dire, il y a eu un break et c'est tout. Pour moi, c'est ouf. Pourquoi c'était insane? J'ai tellement de choses à dire, vraiment plein de points à dire sur cette putain de finale. D'abord, bon, bah, vous le savez, c'était la plus longue. Deuxième chose, j'ai appris qu'il y a. C'est genre. Je sais pas, j'ai pas appris, on l'a vu, mais on n'a pas fait attention. Mais il n'y a pas eu de pause toilette, il n'y a pas eu de pause. Il y a eu aucune pause. Il n'y a eu absolument aucune pause. Ils ont juste joué vraiment pendant 5h30. Déjà, ça, absolument insane. Des bêtes, des monstres. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu de baisse de régime au niveau technique. Euh, des fois, bon, il y en avait un qui allait moins bien et tout, mais ça n'a jamais été au point qu'on voit que quelqu'un est dans le mal. À un moment donné, Alcaraz était un peu énervé, mais enfin, ça n'a pas vraiment eu un impact sur son niveau de jeu. Donc ça, absolument incroyable. Troisième chose, il n'y a pas eu de... Enfin, genre, truc contre l'arbitre, genre remise en question de la décision de l'arbitre. Et au contraire, il y a eu beaucoup de fair play. Donc il y a eu 3 fois où il y a eu un point... Enfin, 3 fois, ils ont dit non, non, elle est dedans. Alors qu'ils pouvaient dire que non, genre mentir en mode non, non, elle est out, c'est bon, mettez-moi le point. Non, ils ont repris l'arbitre pour dire non, mais elle est dedans, il y a le point et tout. Vous vous rendez compte du fair play? Genre vraiment, c'est pas tout le monde qui ferait ça, hein. Euh, Enfin, moi je trouve ça ouf. Et c'est tellement beau de leur part de faire ça, parce que franchement, il y a une époque où ça serait jamais fait. Enfin voilà.
Ensuite, l'autre chose, c'est, je vais parler de Sinner maintenant, c'est que Sinner, quand il a perdu, il a pas bronché, il est resté humble. Il y en a qui disent, ouais, il pleure pas, c'est un robot, machin, machin. Mais c'est bon, les gars, vous êtes habitués à Nadal qui pleure à tous les grands chelems. Sinner, juste, il montre pas ses émotions, mais il a pas pleuré, mais genre vraiment, tu regardes Sinner, moi, il m'a brisé le cœur. Genre, ça se voyait vraiment dans ses yeux, il était pas bien. Mais il est resté humble, il a honoré Alcaraz, et vraiment le contraste entre Sinner et Sabalenka. Enfin, énorme, énorme. Ouais, franchement, genre, il faisait beaucoup de peine parce que bah, je pense que ça se voit que il aurait aimé le gagner et surtout, bah, il était tellement proche de le gagner. Mais en fait, je pense que Sinner, peut-être que, enfin, c'est pas ce qu'il a dit et peut-être qu'il le réalise pas maintenant, mais je pense qu'à un moment donné, il va être un peu en mode, bah, j'ai pas gagné, mais j'ai la chance d'avoir fait partie de ce match. Genre, j'ai écrit l'histoire et c'est un peu ce que Alcaraz a dit. Et lui, sans doute, il s'en rend plus compte parce qu'il était dans une perspective plus positive parce qu'il venait de gagner. Mais il a quand même dit qu'il était heureux d'écrire l'histoire avec Yannick Sinner. Genre, là, c'est la première fois qu'ils brisent un record ensemble, mais c'est sans doute pas la dernière. Ils vont sans doute faire genre plein d'autres choses extraordinaires ensemble quand ils vont jouer contre. Et ils vont sérieusement marquer leur sport à deux. Comme le, le Quatuor, là, le top 4 l'a fait à leur époque. Et d'ailleurs, je trouve ça trop mimi parce que euh, genre on a commencé le Roland Garros, désolé, je sais pas, j'ai perdu ce que je voulais dire. On a commencé Roland Garros avec le Big Four et on a fini Roland Garros avec le Sinner Alcaraz. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'était la première finale où il y avait le footprint de Nadal. Et tout le monde était tellement en mode, mais comment on va faire sans le Big Four? Comment on va faire sans Nadal à Roland Garros? Bah pour moi, c'est genre la preuve qu'il ne faut pas s'inquiéter. Déjà, comme j'ai dit, c'est des modèles pour tout le monde. Sinner et Alcaraz, le sportsmanship, genre vraiment le fair play, le respect qu'ils ont. Genre, c'est, je sais pas, c'est vraiment des modèles. Également, je pense que tout le monde a été marqué par ça parce que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même plein d'affiches, enfin toutes les unes et tout. C'est Alcaraz et Sinner. C'est pas le fait que Alcaraz a gagné, c'est vraiment Alcaraz et Sinner. Tout le monde parle du match qui était énorme. Il faut se dire quand même que, de ce que j'ai vu, genre, Sinner a marqué 193 points et Alcaraz a marqué 192. C'est énorme. Franchement, j'ai pas un nombre de références, mais c'est énorme 193 et 192. Ça montre vraiment que c'était serré. Et même genre le fait qu'il soit à un point, c'est énorme. Euh, et même genre il y a plein de journalistes et de coachs et tout qui disent que vraiment le niveau de la finale qu'on a vu, c'était un niveau qui était encore plus haut que celui de Federer, Nadal et Djoko, ce qui est normal parce qu'en fait il y a tellement plus de techno dans le matériel et tout que tous les sports ils évoluent et ils deviennent plus forts les gens. Genre c'est pour ça que les records ils sont brisés. C'est parce que on s'entraîne mieux, on a du meilleur matériel donc forcément on fait mieux. Mais franchement le fait qu'ils arrivent à faire ça alors qu'ils sont genre si jeunes, ils restent encore 10 ans, 15 ans à les voir encore sur le circuit. Donc je me dis ça va être ouf. Et ça prouve un truc, et ça pour ça, le tennis, je pense que c'est l'un des meilleurs sports parce que t'as plein de sports qui essayent de rendre, enfin de faire un peu chaud, genre de modifier quelques trucs, modifier des règles pour que ça fasse le show. Et au tennis, enfin ça là, ça montre bien que tu n'as pas besoin de changer les règles d'un sport pour que ça soit plus attirant. Même quand tu as tes stars qui partent, il faut compter sur le cycle générationnel. Il y a tout le temps des gens qui vont revenir, il y aura tout le temps des choses, il y aura tout le temps des gens exceptionnels. Et il faut arrêter de, genre, télé-réalité les sports. Et même pas que ça, mais juste rendre les règles plus attractives, plus spectaculaires pour le public. Voilà. Et bah, c'est tout.
Aussi, je voulais dire que dans les 2 finales, femmes et hommes, les arbitres, c'était des femmes. Et j'ai adoré le fait qu'il y a personne qui a parlé de ça. Mais parce que bah, ça veut dire que c'est normal qu'il y ait 2 femmes qui ont arbitré ces matchs et qu'il y ait une femme arbitre qui arbitre le match, enfin la finale homme. Voilà, j'ai adoré. Sinon, Alcaraz, il a passé une journée de fire. Il a gagné son truc, il a marqué l'histoire. Mais quand même, quand il est revenu et qu'il a appris que l'Espagne avait perdu contre le Portugal la finale de la Ligue des Nations, il était absolument dégoûté. Je sais pas si vous avez vu les images, mais c'est hilarant. Le mec, il vient de, genre, marquer l'histoire, de gagner Roland Garros, et il s'en va les couilles. Il s'en va les couilles. Il vient juste d'apprendre que l'Espagne avait perdu contre le Portugal et n'avait pas gagné la Ligue des Nations. Bon, bah tant pis. Mais du coup, ça me fait parler que, je ne sais pas si vous avez vu passer le fait qu'il y avait les phases finales de la Ligue des Nations cette semaine dernière. Mais c'était le cas. Nous avons perdu en demi-finale contre l'Espagne. 5-4. Un peu violent. Le fait qu'il y ait eu 9 buts dans un match, je sais pas d'où ça sort ça, mais bon, voilà. Et du coup, on a joué contre l'Allemagne et on a gagné. On est troisième. Donc ça, c'est sûr, vous n'êtes pas au courant. Parce qu'en fait, personne n'en a parlé. Voilà, personne n'en a parlé. Et le match avait lieu, je crois, vers 15h. Donc vraiment pile au moment de la finale de Roland Garros. Donc tout le monde s'en est battu les couilles, mais voilà, c'était juste la petite info au cas où que vous n'aviez pas vu passer, parce que personnellement, moi-même, je m'en fiche un peu. Vu que la Ligue des Nations, pour moi, bah, tu vois, typiquement, je disais que ça servait à rien de créer trop de trucs, de rendre les sports trop, genre, je sais pas, mettre trop d'artifices dans les sports. La Ligue des Nations, typiquement ça, vraiment, l'UEFA, elle a créé la Ligue des Nations pour aucune raison, à part le fait de créer plus de compétitions à regarder. Sauf que c'est tellement incompréhensible comment elle fonctionne que personne ne regarde. Donc voilà, c'était le parfait exemple. Mais du coup, ça me fait quand même penser au football. Il faut sachez que ce week-end, le 15 juin, la Coupe du Monde des clubs commence. Elle démarre. Ça se passe aux États-Unis. C'est le grand de retour parce que je crois qu'il n'y en a pas eu l'année dernière. Et bon, peut-être que vous êtes là en mode, mais comment ça, il y a une Coupe du Monde des clubs au foot? Oui, mais sachez qu'en France, on n'entend pas parler parce que nos clubs, ils n'ont jamais gagné. Genre, ça fait que claquer, désolé. Mais nos clubs, ils n'ont jamais gagné. Donc voilà, mais c'est une compétition qui existe depuis l'an 2000. Bah, je crois que la première édition, c'était en l'an 2000, mais après, ils ont arrêté et ils ont repris en 2005. Mais en tout cas, cette année, il y a Paris. Paris qui a déjà gagné 4 titres cette année. Donc je me dis peut-être que là, c'est le cinquième. Donc voilà, pour tout vous dire, ça commence ce dimanche. Par contre, le petit problème, c'est que comme j'ai dit, c'est aux États-Unis, donc il va y avoir un certain délai avec le décalage horaire. Mais voilà. Si vous voulez tout savoir, il y a 8 poules. Les 2 premiers de chaque poule vont en phase finale, donc ça commence en huitième. Et le PSG est dans le groupe B avec l'Atlético de Madrid, Botafogo FR et Sounders de Seattle. Donc, je pense que le PSG a largement ses chances de finir dans le top 2. Je ne connais pas Botafogo FR et Sounders de Seattle, mais je pense que le fait que je les connais pas, ça indique un petit peu leur niveau. Mais après, voilà, parce qu'en fait, finalement, je ne connais aucun club en dehors des clubs européens. Mais parce que aussi, on est les meilleurs, en fait. Donc c'est pour ça que, bon, voilà, finalement, voilà quoi, en fait. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si, quand même, pour finir sur le sport, j'ai quelques petits trucs à dire. Mais jingle avant, parce que je crois que j'en ai pas mis assez, en fait. Donc je vais en mettre un vers la fin. Whoa, oh, oh, oui, donc je reviens sur le sport avec la Stanley Cup. La Stanley Cup, la Stanley Cup, je vous en ai parlé à un certain moment quand je parlais
du hockey. C'est genre du coup la coupe que tu gagnes quand tu gagnes les playoffs de la NHL, la NHL. Et bah là, les deux équipes qui se rencontrent, c'est les Florida Panthers et les Edmonton Oilers. Et au hockey, ça se joue en 7 matchs. Et du coup, enfin, ça se joue en 4 matchs gagnants. Donc ça peut aller jusqu'à 7 matchs. Là, il y a déjà les 3 premiers matchs qui ont été joués. Et Edmonton Oilers avait gagné le premier. Et les Panthers de Floride ont gagné les 2 autres. Donc on va voir ce qui va bien se passer. Peut-être que la finale, genre le dernier match sera dimanche. Peut-être que ça sera plus tard. Ça sera la semaine prochaine. On ne sait pas. C'est un peu ça le mystère du hockey parce que tu sais jamais quand c'est vraiment le dernier match vu que bah genre il faut que tu en gagnes 4 mais c'est comme le tennis avec les 7 quoi. Donc on verra bien. En tout cas, j'aimerais bien regarder mais malheureusement les matchs sont à 2h du mat. Donc j'adore le hockey mais il faut quand même pas déconner parce que bon voilà. Surtout que c'est un sport où les matchs ils ont une durée imprévisible et souvent très longue. Donc, ça me pose un peu de soucis. Mais bon, on ne sait jamais. Et sinon, là, pour de bon, je vais finir avec 3 infos qui ont aucun rapport entre elles et qui n'ont d'ailleurs aucun rapport avec le sport. Mais Manchild par Sabrina Carpenter, c'est un banger. Deuxième information, The Favours, le groupe de Ash et Phineas dont je vous ai parlé la semaine dernière, a sorti la chanson également un banger, mais surtout ça give Fleetwood Mac. Et je suis absolument là pour ça. J'ai très hâte que leur album sorte au mois de septembre. Et quatrième information, ce week-end il y a eu les Tony Awards et Darren Criss, celui qui joue Blair dans Glee, a eu un Tony Awards et c'est la 3e année d'affilée où il y a un acteur de Glee qui gagne, puisque l'année dernière, c'était l'acteur qui joue Jesse St. James, qui s'appelle dans la vraie vie Jonathan Groff, qui avait gagné. Et l'année d'avant, c'était l'acteur Alex Newell, qui joue Unique dans Glee, qui avait gagné. Donc voilà, c'est tout. Un long podcast, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un si long podcast, mais voilà, je suis back. Il y avait beaucoup de choses à raconter. Et voilà, c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, pour de nouvelles réactions. Et voilà, bisous, ciao!